Bonjour à tous et merci de rester fidèles à Droit de réponse. La semaine qui s'achève aura été particulièrement forte sur le plan de l'actualité avec de nombreux soubresauts remarqués déjà premièrement autour de la possible question de l'extradition ou pas de Sissoko Ayuk Tabé, le président autoproclamé de l'État d'Ambazonie. Ensuite, on a parlé également tout au long de la semaine de la mission de contrôle de la CAF qui a suscité Manu Militari dans beaucoup de stades dans lesquels les travaux étaient alors aux arrêts. Une sorte de sursaut d'orgueil de la part de ces personnes qui ont commencé d'ores et déjà à faire des travaux de ce côté-là. Et enfin, on reparlera ou on reviendra sur la série de tensions sécuritaires qui a lieu en ce moment dans la sous-région Afrique centrale. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Flavien Dongo pour la revue de la presse. Bonjour Flavien. Bonjour Kate, bonjour à tous les invités déjà sur ce plateau et à tous les téléspectateurs. Alors vous êtes là ce matin pour nous donner la température de tous ces sujets abordés par la presse tout au cours de la semaine. Et comme vous le savez, la presse est restée dans sa logique, celle de rendre compte des faits. D'ailleurs, sur la question de l'arrestation d'Ayuk Tabé, bien sûr, et compagnie. D'ailleurs, la nouvelle expression a annoncé que le leader des sécessionnistes et ses 9 lieutenants ont été donc interpellés au Nigeria alors qu'ils étaient en pleine réunion de stratégie. Seulement, sur cette arrestation, les autorités de Yaoundé n'infirment ni ne confirment le coup de filet, mais l'information fait le tour des réseaux sociaux, même de la presse. Pour mutation, par exemple, l'Ambazonie a été donc décapitée. Le rédacteur de l'article fait savoir que le président de la République virtuelle et bien sûr ses proches ont été capturés au Nigeria. Le journal est donc allé plus loin en faisant bien entendu le portrait de celui qui est parti du Cameroun il y a quelque temps et après avoir abandonné son poste de travail à la société en charge de l'énergie électrique au Cameroun. Pour le journal L'Anecdote, les services spéciaux camerounais ont d'ailleurs réussi à appréhender Julius Ayuk et certains de ses proches. C'est ce qu'on peut lire également dans la presse. C'est donc une véritable chute du leader, ajoute le journal L'Anecdote. C'est également, alors le quotidien Le Messager ne s'est pas que limité à l'annonce de l'interpellation. Le journal est allé fouiller dans les textes de loi qui prévoient d'ailleurs les accords et bien entendu les conventions bilatérales entre le Cameroun et le Nigeria en pareille circonstance. Le Messager a même cherché à comprendre le silence des autorités du Cameroun et du Nigeria sur cette question d'interpellation du leader des sécessionnistes et bien entendu ses proches. On a pu lire également tout cela dans la presse jusqu'à, en fait, on s'est même posé la question de savoir où se trouvent donc ces leaders et autres. C'est la question, de toute façon, voilà comment est-ce que la presse a traité de ce premier sujet de droit de réponse. Le second arrêt de droit de réponse s'intéresse bien entendu à la mission de la CAF qui est au Cameroun, la mission d'inspection. Et là, le quotidien gouvernemental a laissé dire que le gouvernement est donc prêt pour accueillir l'équipe. Seulement, dans le dossier que propose Cameroun Tribune, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a invité les hommes des médias à être donc compatriotes, comme quoi il faut que la presse présente simplement le bon côté de l'affaire pour éviter que les membres de la mission ne découvrent donc l'état qui entoure notamment la construction des infrastructures sportives. Dans une autre parution de Cameroun Tribune souligne que c'est par Yaoundé que la visite a donc débuté et c'est donc le stade Paul Biya dont les travaux sont donc aux arrêts ou tout au moins à moins de 20% de réalisation qui accueille bien sûr l'équipe. La nouvelle expression qui a donc rencontré les experts des questions de sport fait savoir qu'il n'y a pas que des stades qui doivent donc être construits, il y a également des infrastructures routières et autres points de loisirs qui laissent également à désirer jusqu'ici et qui méritent d'être donc mise à jour parce que ces autres volets intéressent aussi les membres de la mission de la CAF, la mission de contrôle bien entendu, des infrastructures devant donc accueillir des invités pour la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 au Cameroun. Voilà du moins également le traitement que la presse a réservé à ce deuxième sujet. Le dernier, le troisième, parle bien entendu du climat tendu en zone CEMAC. Vous l'avez évoqué à l'entame de ce programme, avec bien entendu des mouvements de contestation de la population suite donc à la modification de la Constitution au Gabon, le vent de coup d'État en RDC et surtout en Guinée équatoriale. Et là-bas, le quotidien Le Jour, qui cherche donc à savoir qui sont donc les auteurs de ce coup d'État, n'arrive toujours pas à trouver la solution, mais parle bien sûr de quelqu'un de l'un de ses membres qui a été donc appréhendé au niveau de la frontière Cameroun-Guinée équatoriale et serait donc en exploitation du côté de Yaoundé. Voilà ce que la presse a prévu pour ces sujets retenus en droit de réponse. Écoutez Flavien, on vous remercie pour toutes ces informations, ce flot d'informations que vous avez pu condenser pour nous pour cette édition de droit de réponse. On se retrouve justement dimanche prochain, s'il plaît à Dieu, mais avant, vous serez déjà lundi sur le plateau de Cadence matinale avec Gladys Sidi. Bien entendu, à dimanche.
À dimanche, Flavien. Et on poursuit notre bonhomme de chemin dans cette émission avec vous à la maison. On va commencer donc comme d'accoutumé par vous présenter le panel d'invités présents sur ce plateau. Ces personnes qui ont bien voulu dire oui à l'invitation de droit de réponse ce dimanche. On commence par le premier d'entre eux. Il est situé à ma gauche justement. Il s'agit d'un journaliste qui a un nom qui est plutôt bien connu également de nombreux Camerounais. Il s'agit bien évidemment d'André Parfait-Bel, à qui je souhaite la bienvenue. Bonjour monsieur. Bonjour aux téléspectateurs de Equinox. Merci à vous d'avoir répondu présent à l'invitation de droit de réponse. Je vous en prie, c'est un plaisir renouvelé de me retrouver dans cette télé où je suis passé quelques fois sur cette émission notamment. Alors, juste après vous, on va également accueillir quelqu'un d'autre qui n'est plus à présenter, notamment sur les plateaux de débat et d'analyse de l'actualité au Cameroun. Il était d'ailleurs en séjour à l'international. Là-bas, on a pu le voir sur d'autres chaînes en train de donner notamment ces analyses dont lui seul a le secret. Il s'agit du professeur Mesanga Nyamding, à qui je souhaite la bienvenue. Merci Kate. Je vous avoue que droit de réponse en tant qu'émission nous a beaucoup marqué et je voudrais saisir cette opportunité pour vous souhaiter à toute cette équipe de cette chaîne dynamique et citoyenne mes voeux de réussite de tout cœur pour la nouvelle année 2018. Et je voudrais exprimer les mêmes vœux à tous les copanélistes que vous avez invités. Je vous remercie. Alors, merci à vous, professeur Mesanga, d'être venu sur ce plateau. On va également accueillir l'une des personnes que vous avez eu l'habitude de voir donner ses analyses, notamment sur les questions de la crise anglophone. Il est d'ailleurs présent également sur ce plateau. La dernière fois, il donnait la précision selon laquelle on devait l'appeler senior barista. Il s'agit bien évidemment du senior barista Emmanuel Agbo-Acho, à qui je souhaite la bienvenue. Thank you. Happy New Year. Happy New Year, senior barista. Et enfin, sur ce plateau, le dernier mais pas des moindres, il s'agit également d'un autre juriste qui pourra nous donner ses analyses sur ces différents sujets qu'on a évoqués depuis le début de cette émission. Il s'agit bien évidemment de Maître Célestin Kengoum, à qui je souhaite également la bienvenue. Merci madame. Bon dimanche à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Alors, vous avez bien suivi les thématiques qui seront développées tout au long de cette émission de droit de réponse. On rentre tout de suite dans la première de cette thématique-là. Il s'agit de l'arrestation d'Ayoub Tabé, le président autoproclamé de l'État d'Ambazoni, l'État fictif d'Ambazoni, avec en toile de fond la question de son extradition ou pas. Est-ce qu'il sera remis aux autorités camerounaises? De toutes les façons, on en parle ce matin. On en parle également pour dire que lors de son arrestation, on était la semaine dernière, cela a provoqué un certain tollé dans la presse et créé de nombreuses prises d'opposition à la fois sur le plan national et international. Et justement, Barista Agbo-Acho fait partie de ces personnes qui ont analysé la thématique aujourd'hui, et on est en droit quand même de se poser des questions sur les faits qui sont reprochés aujourd'hui à Ayoub Sissoko Tabé, le président autoproclamé de l'État d'Ambazoni. Oui, merci. Mais au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore de position officielle du gouvernement du Cameroun. Alors, nous ne pouvons pas dire avec exactitude ce que le gouvernement camerounais les reproche. On peut seulement imaginer les différents faits qui lui sont reprochés. À partir des discours antérieurs, on peut imaginer que, bon, peut-être il y a deux possibilités. Soit on les reproche les faits de vouloir déstabiliser l'État, ou on peut les reprocher aussi, bon, les infractions de droit commun, assassinat, tout ça. Bon. Est-il possible aujourd'hui, selon vous, mais surtout selon les tests, que ces personnes soient remises aux autorités camerounaises? Je pense qu'il sera vraiment difficile, parce que parmi ces personnes, il y a des réfugiés politiques. Et l'ensemble qui avait été appréhendé est un gouvernement. Et lorsqu'on regarde les textes, les lois qui régissent l'extradition, le Nigeria, parce que la dernière fois je disais qu'il y avait donc il y avait similitude entre notre code de procédure pénale et le droit commun. Justement, le Nigeria a une loi sur l'extradition qui est calquée sur le droit commun et qui a absolument les mêmes dispositions. Donc, on ne peut extrader personne pour des motifs politiques.
D'accord. On ne peut extrader personne pour des motifs politiques. Et jusqu'ici, on sait que l'État fictif d'Ambazonie et toutes les personnes de son gouvernement sont surtout des personnes qui sont poursuivies pour leurs idées politiques. Je ne sais pas encore s'ils sont poursuivis, parce que j'ai dit le gouvernement de Cameroun n'a encore rien dit. Et dans une procédure d'extradition, il faut une requête du pays demandeur qui transmet sa requête par voie diplomatique au tribunal qui est saisi. Et c'est à partir de là qu'on saura les faits qu'on les reproche. Et on pourra donc les demander, n'est-ce pas, de se défendre. Alors, Maître Kengom, cette fois-ci, je me tourne vers vous. Vous êtes également juriste. Ça veut dire que vous pourrez essentiellement nous apporter des analyses. Juriste, merci. Vous pourrez... Un senior barista. D'accord, la précision en vaut la peine. Donc, j'étais de disant ce que vous pourrez nous apporter essentiellement des avis critiques. On se souvient qu'au cours de la semaine dernière, il y a un collectif d'avocats dénommé Bar Association, African Bar Association, qui a justement demandé au sujet de ce gouvernement fantôme de l'État d'Amazonie qu'il soit finalement relaxé, prétestant l'avis selon laquelle il s'agirait des réfugiés. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ces personnes peuvent jouir de ce titre-là, de titre de réfugié? Madame, je ne peux m'empêcher de vous dire que je constate que le problème est pris sous un très mauvais angle. De la manière dont vous présentez le problème, de la manière dont les autres médias, journalistes, ont présenté le problème, c'est comme s'il fallait opposer la politique du président Paul Biya, la diplomatie du régime du président Paul Biya par rapport à l'État nigérian. C'est-à-dire, tout se passe aujourd'hui comme si l'extradition de M. Ayouk et de ses compères, si cela se réalise, pourrait s'interpréter comme une victoire du président Paul Biya. Non, je ne voudrais pas le prendre sous cet angle. Il ne s'agit pas d'une victoire si on venait à les extrader. Il faut plutôt considérer que nous sommes en présence de deux systèmes juridiques totalement différents. Le système francophone dans lequel nous nous trouvons, nous sommes dans un espace commun des pays francophones. Nous sommes sous le joug de la France, il faut le dire ainsi, dont la plupart des pays francophones sont sous le joug de la France, on les appelle les précarés français, et qui ont un même système juridique. Donc si ces personnes avaient été arrêtées dans un pays francophone, les probabilités pour qu'ils soient extradés vers le Cameroun, avec une convention ou sans convention, les probabilités seraient plus fortes. Mais ici, nous sommes en présence d'un pays anglo-saxon, où la notion des droits de l'homme, la notion de démocratie sont beaucoup plus respectées. Qui plus est, les personnes arrêtées sont de la même ère linguistique que ceux qu'on a arrêtés. C'est-à-dire que là-bas, la liberté d'expression n'est pas une fiction, c'est une réalité. Alors, interpeller quelqu'un pour des idées politiques est déjà très mal vu dans ce pays. Et je peux vous dire qu'en ce moment au Nigeria, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour critiquer Buhari. C'est la première fois d'ailleurs qu'on rappelle que le pays est allé chercher un retraité pour le mettre à la tête de l'État. Un retraité malade, c'est des expressions qui reviennent à chaque fois. Non, je suis en train de vous dire que l'arrestation d'Ayouk a fait chuter la cote de la cote de popularité de M. Buhari, qu'on estime avoir rétrogradé en matière de respect des droits de l'homme. Donc, en l'état du système juridique anglo-saxon, du système nigérian, il n'est pas possible que ces personnes soient même jugées. Donc, même leur arrestation est déjà considérée comme un abus. Mais je pense que le Nigeria les a interpellés un peu pour calmer le jeu, un peu pour montrer, adresser un signe au Cameroun, qui sont de tout cœur, mais de là à les extrader au Cameroun, ce n'est pas possible. Et je ne fais que le dire, ce n'est pas possible. C'est pour ça que je dis, si on ne les extrade pas, ne considérez pas cela comme un échec de la politique diplomatique du chef de l'État, mais considérez simplement qu'en l'état du système juridique anglo-saxon de common law où ils ont été arrêtés,
puisque le Nigeria est un pays de la common law, il n'est pas normal même qu'ils aient été arrêtés pour les motifs que nous, au Cameroun, nous avançons. Parce que jusqu'à présent, le Nigeria n'a pas encore fait état de manière officielle de leur arrestation et des motifs de leur arrestation. Exactement. Donc nous ne sommes que dans des supputations. Okay. Donc, voilà. Je vous remercie, Monsieur Maître Kengom, pour cette première prise de parole. Il faut préciser que juste à vos côtés se trouve le professeur Messanga Nyamdine, qui lui également, étant de l'autre côté de l'océan, a pu suivre cette actualité. Il faut le préciser, spécialiste des relations internationales. Donc, il a pu suivre cette actualité comme la plupart des Camerounais d'ailleurs qui se sont intéressés à la question. Et il faut dire, professeur Messanga, que si au début, beaucoup de Camerounais ont jubilé à l'annonce de cette arrestation, beaucoup, même s'il y avait une autre partie de ces Camerounais-là qui critiquaient l'arrestation à proprement parler. Aujourd'hui, d'ailleurs, Maître Kengom nous l'a précisé, on a l'impression que tous les accords et ententes qui existent entre le Nigeria ne sauraient permettre l'extradition de Sissoko Ayuk Tabe. Alors, selon vous, quelle est la stratégie la meilleure qu'on pourrait utiliser au jour d'aujourd'hui, déjà pour permettre que le Cameroun puisse mettre la main sur ces Camerounais? Oui, moi je crois qu'il y a beaucoup de pôles d'intérêt et des attentes. Effectivement, j'ai modestement eu l'honneur d'être invité sur plusieurs tables rondes et sur plusieurs plateaux de radio et de télévision à l'étranger. Je voudrais vous répéter ce que j'ai dit en tant qu'analyste et après avoir échangé avec certains collègues universitaires et au-delà même de la société universitaire, la société politique. Il faut lire cette affaire sous l'influence de deux prismes, le prisme politique et le prisme juridique. Mais en guise de préambule, je voudrais dire que je suis étonné et je rejoins Maître Kengom là-dessus, qui a une rigueur dans l'analyse, pour dire d'abord que je ne sais pas pourquoi on s'en réjouirait. Parce qu'en réalité, les Camerounais ont des problèmes. Ils veulent savoir comment les élections vont se dérouler. On aura 4 élections, les législatives et les municipales le 30 septembre. Il n'en demeure pas moins vrai, maître, je veux dire, maître, professeur, il n'en demeure pas moins vrai que le problème sécuritaire reste tout de même un problème assez fort. Et vous verrez la relation. Exactement. Rapidement, ils ont des préoccupations par rapport à des problèmes d'alternance. N'oubliez pas que, en réalité, ce qui bouleverse les Camerounais, c'est de savoir est-ce que nous, au RDPC, nous allons réinvestir le président Paul Biya? Va-t-il partir? Va-t-il rester? Et puis, à côté, il y a les conditions de vie des Camerounais qui peuvent constater avec moi que même si Ayuk Tabe, avant d'entrer dans la dimension politique et juridique, était extradé, on se rend compte que tous les mouvements, je dis bien, de contestation qui ont eu lieu sur le territoire camerounais, les personnes qui ont été impliquées dans ce mouvement n'ont pas été achetées par Ayuk Tabe ou par un quelconque leader de l'opposition ou du gouvernement pour casser, pour brûler. Il y a un malaise. Et je voudrais quand même m'étonner, et je ne partage pas totalement le point de mon avis, Boyomo, à mutation quand on écoutait la revue de la presse, qui dit que ils sont décapités, les membres, effectivement, de cet État fantôme d'Ambazonie. Non, c'est totalement faux. C'est totalement faux. On peut prendre Ayuk Tabe, on le ramène aujourd'hui, vous verrez que très vite, il y aura 2 ou 3 qui vont le remplacer. Donc il faut être très... Et à ce sujet, on précise qu'il y a même déjà un remplaçant. Et vous voyez que sur ce point, madame, soyons rigoureux. Parce que ce qui manque à nos plateaux et à nos télévisions, c'est la rigueur dans l'analyse, le mensonge, la démagogie et l'hypocrisie. Je vous dis, arrêtez Ayuk, il y aura un deuxième, un troisième, un quatrième et un 5e président. Ramenez donc à la réalité la dimension politique et juridique. Sur le plan politique, l'affaire, on peut appeler ça anglophone, est un malaise politique. C'est un problème de gouvernance et de contestation d'un ordre gouvernant sectoriel. Mais tous les Camerounais en ont marre et ne veulent même plus regarder les télévisions parce que c'est un langage que je tiens. On est en train de le détourner de la réalité à l'effet de dire qu'il nous faut à tout prix la paix et par tous les prix pour qu'on organise nos élections. Non, le Cameroun n'est pas en paix.
Les Camerounais ont de sérieux problèmes, ils n'ont pas de travail. Et il y a des détournements de fonds. Et il y a des ministres qu'on ne veut plus voir. Les gens attendent même que le président fasse vite un remaniement ministériel. Il y a un malaise. Il y a un malaise. Ayouk, on nous dit Ayouk Tabina, on ne va pas nous distraire avec cette affaire. Moi, je suis un homme politique qui soutient le chef de l'État. Je voudrais dire que ce n'est pas ça le problème. Les Camerounais sont fatigués de certains visages pâles politiquement qu'ils ne veulent plus voir. D'accord. Maintenant, il y a eu des conséquences collatérales qui ont amené l'affaire anglophone. Il y a eu les affaires des écarts. Il y a eu Monseigneur Bala. Il y a eu... Mais il y a un malaise. Moi qui soutiens le président, je voudrais que je lui dise, monsieur le président, il y a un problème, même avec vos collaborateurs. Du moins certains de vos collaborateurs. D'accord. Et pour terminer sur le plan juridique, il y a des conventions qui s'appuient, je chute rapidement sur ces 3 points. Il y a une dimension internationale, il y a certains principes irréfragables. Effectivement, en droit international, qui font qu'effectivement, on ne peut pas extrader un réfugié. Mais aussi, ce même principe commande aux réfugiés de ne pas mener des activités politiques sur le territoire d'accueil. Et pour terminer, effectivement, le Cameroun et le Nigeria ont un certain nombre de conventions. Moi, je pense que le Nigeria a intérêt à l'extrader. Même si moi, je pense que cette extradition ne va rien changer. Parce que si le Nigeria ne le fait pas, ils peuvent aussi être en difficulté. Parce que n'oubliez pas qu'avec les accords Aïdjo-Goron, sur le contrôle de maître ici, c'est le Cameroun qui a sauvé le territoire nigérien qui était sous l'implosion du général Ojukwu et Goron qui menaçait de partir, de perdre son pouvoir. Donc pour vous dire que sur le plan juridique, il y a une dimension internationale, mais du point de vue sécuritaire, comme vous l'avez évoqué, je suis convaincu effectivement qu'ils vont rapatrier à Rutabé, tant mieux. Mais pour moi, ça ne changera rien à la situation qu'on a au Cameroun. Merci, professeur, également pour votre première prise de parole. On va donner la possibilité à André Parfait-Bel également de s'exprimer sur la question. Aujourd'hui, on a l'impression, on a été habitué au Cameroun à avoir un ministre de la communication qui communique beaucoup sur des sujets d'intérêt commun et généraux. Mais on a l'impression, avec cette arrestation, que notre ministre de la Communication est devenu muet. Il a perdu sa langue. Est-ce qu'on peut considérer le problème de l'arrestation à Youtabe aujourd'hui comme une patate chaude, à la fois pour l'État du Cameroun et pour l'État nigérien? Bon, d'abord, pour amuser un peu la galerie, Dieu permette que Jérôme a perdu sa langue. Maintenant, pour en revenir à quelque chose de plus intéressant, j'ai entendu Maître Kengoum dire des choses qui pour moi sont explicatives de tout le malaise. Il a dit que nous sommes dans un système francophone. Quand il dit nous, il parle du Cameroun, auquel appartient Bamenda et Boya, auquel appartient Ayouk et compagnie. Donc nous tous là, y compris Maître Achouki à mon côté, dans un système francophone. C'est le cœur du problème. D'autant que ce système est totalement à l'opposé du système anglo-saxon, qui promeut notamment la sacralité de la liberté des individus. Nous sommes là au cœur du problème et l'État jacobin institué au Cameroun avec Ojula et ses dignes successeurs que sont Aïdjo et Biya a continué de nous éloigner de l'avènement de la liberté des gens, malgré la multiplication du bruit par les médias, parce qu'en fait les médias font plus de bruit, et Messanga disait tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui dans une cacophonie bruyante qui fait qu'on annonce les mêmes bêtises, on répète les mêmes mensonges, et en réalité on ne dit rien. Parce que la parole n'est rien si elle est là pour multiplier des choses qui éloignent de la vérité. La vie s'organise autour d'un diptyque qui est la vérité et la justice. Plus on s'en éloigne, plus on organise l'impossibilité de vivre ensemble. À partir de ce moment, le gouvernement de M. Biya a voulu régler la question anglophone sur le seul registre de son logiciel, qui est le registre de la soumission, de la répression et du discours unique. Ils sont incapables d'entendre autre chose parce qu'on leur a dit que diriger, c'est commander. C'est pour ça qu'on a des chefs de terre, c'est pour ça qu'on a des gouverneurs, c'est pour ça qu'on a... Vous savez, les expressions qu'on utilise ne sont pas vides de sens. Elles sont même tout à fait porteuses de sens. Parfois, on les utilise sans savoir. Mais lorsque vous regardez la grammaire
du régime de Yaoundé, vous vous apercevez bien qu'elle est aux antipodes de tout ce qui est liberté et donc de tout ce qui est démocratie. N'en déplaise à l'homme qui adore M. Biya, c'est M. Biya qui est lui-même il le dit d'ailleurs. Oui, non, mais c'est M. Biya qui est le parangon de cette façon de voir dans laquelle il a été élevé depuis l'école d'outre-mer. Donc aujourd'hui, nous avons un problème, c'est qu'il faut trouver d'autres Camerounais pour construire le Cameroun nouveau. M. Biya et les siens en sont définitivement incapables. Cette crise va continuer de le démontrer aux quelques personnes qui n'avaient pas encore compris. Très bien. Alors, Seigneur Barista Agborachou, aujourd'hui on est quand même en droit de se poser la question de savoir si le Nigeria avait le droit d'arrêter Ayouk Sissoko Tabé et quel est le rôle trouble joué par l'État du Cameroun, parce qu'aujourd'hui on a une série d'informations qui sont diffusées de par tous les journaux. C'est vrai que beaucoup les considèrent sur ce plateau comme du bruit parce qu'ils nous éloignent de la vérité. Mais justement, dans ce bruit, il y a une information qui n'est pas encore, certes, établie, qui dit que le Cameroun aurait versé de l'argent à l'État nigérien. D'abord, je dirais que le Nigeria n'avait aucun droit d'arrêter Sissoko Ayouk Tabé et son gouvernement. Parce que le son motif gouvernement est fictif. son gouvernement, qu'il soit Il faut toujours préciser fictif. Qu'il soit fictif ou quoi. Un gouvernement, quand on regarde notre code pénal et notre code de procédure pénale, on dit toutes sortes de gouvernements. Donc qu'il soit fictif ou réel, c'est un gouvernement. Article 642, alinéa 3. C'est cela. C'est ça. Donc c'est un gouvernement qui soit fictif ou réel. Donc il n'avait aucun droit de les arrêter. Tout simplement parce qu'ils étaient en train de tenir une réunion. Il faut que le Nigeria prouve qu'ils étaient en train de commettre une infraction. Jusque-là, je ne vois aucune infraction. Parce que la réunion qu'ils tenaient, c'était pour statuer sur le cas des réfugiés camerounais qui se trouvent sur le sol nigérien, qui sont logés dans les écoles. Et les écoles reprenant, il n'y a plus de place où les loger. C'était ça le problème. Donc je ne vois pas en quoi cette réunion constituerait une infraction. Donc j'ai dit, le Nigeria n'avait aucun droit de les arrêter. Maintenant, quand je regarde l'information qui sort de l'autre côté du Nigeria, je constate, contrairement à ce que quelqu'un a dit ici, le Nigeria s'est prononcé. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria a parlé. Oui. Il a dit que ce n'est pas une arrestation, c'est une interpellation. Et nous savons aujourd'hui où ils sont. Donc on cesse de nous pomper les airs. Et puis, sans vous couper, le gouvernement nigérien a pris position, démontrant que le Cameroun lui-même n'a pas encore adressé officiellement une lettre d'extradition. Voilà. Je suis totalement d'accord avec lui. Merci. Donc il y a toute une démarche encore juridique à faire. Donc au Nigeria, il semble que c'est une affaire qui a été gérée par les services secrets. Oui, sans que le président le sache. Et le président, pour marquer sa position, a sanctionné le chef de la DSS, qui l'a renvoyé et remplacé. Donc, si ce monsieur était au courant, pourquoi donc remplacer son chef de DSS? Ça peut être une action politique, parce non, que je ne pense pas. Beaucoup d'informations, dans le tas d'informations qu'on a reçues, faisaient quand même état aussi de ce que Ayouk Sissoko Tabé et les autres membres de son gouvernement seraient en territoire camerounais. Je veux dire qu'on a eu tellement d'informations au cours de la semaine sur cette question qu'au jour d'aujourd'hui, ce président peut se rendre compte de ce que, justement, sa tête est en jeu. Non, je pense que le président Boari a été embarqué dans une affaire où il ne savait absolument rien. Parce que, avec les connaissances de cause, il ne pouvait pas demander qu'on arrête des gens à qui lui-même a donné le statut de réfugié politique. Alors moi, il ne peut pas demander qu'on arrête des avocats qui exercent au Nigeria, sans motif. Ce que je veux ajouter à la suite de Maître, c'est que d'abord, si Boari s'est fourvoyé, c'est sa faute. C'est pour ça qu'on souhaite qu'on ait des dirigeants complètement en pleine possession de leurs moyens et capables d'agir pour l'intérêt de nos peuples. Deuxièmement, on a bien fait de le dire. Quand je parlais de bruit tout à l'heure, tout ce que vous évoquez, mademoiselle, c'est du bruit. Le gouvernement de la République du Cameroun n'a encore rien dit sur cette affaire. Donc, nous parlons de quoi? Bon, alors, justement, c'est-à-dire que nous sommes des chiens auxquels on jette des os. Et puis, en fait, parfois, nous ne les jetons pas, on va même les chercher. Il y a tellement de sujets, Pascal Messanga-Nyamdine le disait tout à l'heure, il y a tellement de sujets qui doivent interpeller ce qui devrait être la presse et dont on passe à côté pour aller se cramponner sur des choses qui n'ont aucun intérêt.
aucun intérêt dans le sens qu'aujourd'hui, on est en train de commenter un truc pour lequel on ne sait rien. La seule certitude, c'est que des Camerounais, membres de ce gouvernement de l'Amazonie, ont été appréhendés au Nigeria. On n'en sait rien d'autre en pour même temps, l'instant. le fait qu'on en parle ne signifie pas qu'on ne parle pas d'autres sujets. Non, mais je veux dire qu'en termes, on est en anglais on the top of the agenda. Pourquoi ce sujet on the top of the agenda alors qu'il y a des sujets autrement plus Oui, importants? professeur Mesanga, allez-y. Oui, moi je pense qu'il faut... Et juste après vous, Maître Kengo pourra s'exprimer. C'est important d'en parler parce que vous savez qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension psychologique qui peut ramener et recréer la confiance, notamment lorsqu'on sait que, ou on donne l'impression que c'est Ayoub Tabé qui est responsable de tout ce qui arrive au nord-ouest et au sud-ouest. Et puis il y a à côté une responsabilité, il faut le dire, pénale, avec des effets internes et internationaux. Et c'est sur ce deuxième point que moi je voudrais insister. Je voudrais quand même apporter une précision objective. Ayoub Tabé est considéré effectivement comme un terroriste qui s'est déclaré, qui a été filmé et qui a été vu à Mondiovision comme celui qui prenait en main l'aile armée de ce qu'on a appelé l'État fantôme d'Amazonie. Il a dit, il a pris des responsabilités, il a initié certaines choses, on l'a vu à la télé. Mais mon cher, vous avez des meilleurs yeux que moi. On l'a vu en triomphe dire qu'effectivement que le dialogue étant coupé, il va utiliser tous les moyens. Et à côté, on a également la preuve du côté du Nigeria que n'oubliez pas qu'il y a là-bas un mouvement sécessionniste. Il y a 4 mouvements sécessionnistes au Nigeria. Les Igbo, les Ogoni, les Biafrais, oui. Et puis voilà. Et sur ce point, avec la frontière camerounaise, et c'est là où l'État nigérien est intervenu. J'ai également écouté le ministre des Affaires étrangères avec beaucoup d'attention. Ils ont créé un pôle où ils ont signé une alliance avec ce qu'on appelle la guérilla, la main armée du delta du Niger. C'est connu. Et c'est pourquoi je dis que infraction, oui, il y a infraction. Parce qu'effectivement, il a pris des armes contre un État et il ne s'en est pas caché. Deuxième point, et dernier point, au niveau de l'infraction. Mais c'est même Ayoub Tabé était poursuivi ici pour une infraction de droit commun. On a des brillants avocats, Kengo, dont la notoriété ne souffre d'aucune contestation, et vous-même, vous savez que il était poursuivi pour détournement de fonds. Bon, je pense que à partir... C'était une histoire montée de tout. Bon, on ne sait pas. Pascal, tu ne peux pas te permettre de ton statut de diffuser des ragots à la télévision. Quoi ça? Ce monsieur n'a pas été, il n'est pas poursuivi. Non, mais je vous dis. Non, pas sur cette question et pas en rapport avec Néo Sonel. Non, il faut arrêter. Je vous dis. Mais au moins il a perdu son emploi. Au moins il a perdu son emploi de ce sujet-là. Vous n'êtes pas obligé d'être violent. Non, mais arrêtez. Mais vous arrêtez. Aménagez votre langage. Soyez fin quand même. Tant et si bien. Restons sur les sujets. Tant et si bien, Pascal, que vous nous menez dans la gadoue à force. Messieurs, s'il vous plaît, une personne à la fois, parce que lorsque vous parlez tous ensemble, on n'écoute pas. Les gens n'importe comment. Oui, professeur, je peux me tromper, vous pouvez vous tromper, mais je continue à vous dire qu'il y a une position du gouvernement camerounais. Je vous le dis, à votre autorité, on pourra le vérifier, et l'avenir nous le dira, que M. Ayoub Tabé est poursuivi ici pour détournement de fonds. Maintenant, c'est approuvé ou ce n'est pas approuvé, on verra bien. D'accord. Maître Kengo, on se souvient que lors de son discours de fin d'année, le président de la République a quand même fait part aux Camerounais qu'il écoutait, qu'il privilégierait toujours la voie du dialogue. Alors, si il est prouvé que l'État du Cameroun a eu à jouer dans cette affaire d'arrestation ou alors d'interpellation, ça dépend de comment on considère cela, d'Ayoub Sissoko Tabé, est-ce que cela ne fermerait pas définitivement la voie du dialogue que le président de la République lui-même a prôné? Madame, il faut faire un distinguo entre toute politique qui vise à apporter la paix, c'est-à-dire à maintenir l'ordre public, et la résolution des conflits sociaux.
lorsque le chef de l'État parle de dialogue, je crois qu'il pense à la résolution, à un mode de résolution des conflits sociaux. Malheureusement pour le Cameroun, malheureusement pour nous tous, ces plénipotentiaires sont des personnes illégitimes et ce sont des va-t-en-guerre. Et donc, si nous prenons ça sous le prisme de la recherche de la paix, par le dialogue, c'est un échec cuisant. Maintenant, en ce qui concerne sa posture de chef de l'État, qui est garant de l'intégrité territoriale, il est de son devoir, de son obligation constitutionnelle de maintenir l'intégrité, de protéger son pays contre toute invasion, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Il a l'obligation de maintenir les limites de nos frontières telles qu'il les a reçues. Sur ça, vous pouvez mettre l'article 5 de la Constitution consacre cette prérogative au président de la République. D'accord. Dans cette posture, le chef de l'État peut donc être amené à dire qu'il est prêt à faire la guerre à toute personne, à toute organisation qui voudrait remettre en cause notre intégrité territoriale. Et c'est dans ce sens d'ailleurs qu'il faut situer les différentes missions qui ont été menées au Nigeria par le ministre René Emmanuel Sadi pour le compte du gouvernement, pour le compte du président, afin d'interpeller la conscience aussi, la conscience des dirigeants nigériens, pour leur dire que nous sommes deux pays voisins et frères. Vous et nous n'avons pas intérêt à ce que nos frontières servent de sanctuaire à des rébellions, et surtout à des mouvements politico-militaires. Excellent. Et je pense que sur ce point, c'est ça l'enjeu. Il y a eu une convergence de vues entre les deux gouvernements, parce que M. Bouhari est un politicien, un fin politicien, même s'il feint d'ignorer que les choses sont passées comme sont passées. Il n'est pas possible qu'on ait pu interpeller Ayoub sans qu'il n'ait été au courant. Exactement. Donc parfois, dans la politique, on sacrifie quelques têtes pour faire amende honorable. Donc j'ai dit leur interpellation, parce qu'il faut distinguer entre une interpellation et une arrestation. Lorsqu'on parle d'interpellation, en droit, cela signifie simplement une convocation manu militari. C'est-à-dire, on vous amène dans un poste de police de gré ou de force. C'est ça qu'on appelle une interpellation. Alors qu'une arrestation signifie qu'au départ, il y a un ordre qui est donné et cet ordre doit être écrit. L'interpellation n'a pas besoin d'un écrit, alors qu'avec l'arrestation, il y a un ordre qui émane soit d'une autorité judiciaire, soit d'une autorité administrative. Donc l'ordre vous est donné de mettre la main sur telle ou telle personne, sur tel individu. Là, nous sommes en présence d'une arrestation. Alors quand on vous dit qu'ils ont été interpellés, ça veut dire que dans la mission de police, on a eu vent de ce qu'il y aurait des sécessionnistes, il y aurait des hommes dangereux qui se sont réunis dans un hôtel de la place. Alors on peut procéder à un examen de la situation. Donc c'est pour dire que le Nigeria l'a fait non pas parce que leur objectif est de les juger, de les condamner, mais c'est de faire un signe, un clin d'œil au Cameroun pour dire que nous ne sommes pas vos ennemis, nous sommes plutôt vos amis. Surtout qu'il y avait des soupçons qui pesaient déjà sur l'État du Nigeria au sujet... Non, on ne faut pas parler de soupçons, c'est un État souverain. Il y a la question de souveraineté des États, on ne peut pas parler de soupçons. Non, maître, ce qu'elle dit est pertinent. C'est pertinent parce que ce que dit madame, on a cru à un moment donné, effectivement, vous avez raison, que le Nigeria servait de base arrière. Et qui hébergeait des terroristes capables de déstabiliser le Cameroun. Qui a cru? Ben, écoutez, toutes les informations qu'on a reçues sur la question nous montraient qu'il y a une télévision ambazonienne qui émettait le Nigeria. À chaque fois qu'il y avait des attaques, les sécessionnistes qui commettaient ces attaques repliaient du côté du Nigeria. On ne saurait nier ces différentes informations. S'il vous plaît, une personne à la fois. Il y a deux choses, Pascal. La première, effectivement, la télévision dite d'Ambazonie émet de l'Afrique du Sud. Ça, c'est des choses qu'on peut vérifier, c'est quand même compliqué à vérifier. Et la deuxième chose, les gens sont à Yaoundé et à Douala et parlent des choses qu'ils ne connaissent pas du tout. Je ne sais pas si vous avez jamais fréquenté une frontière camerounaise, n'importe laquelle, pour savoir à quel point elle n'a de frontière que le nom. Pour savoir à quel point passer
de ce côté du Cameroun à l'autre côté qui est la Centrafrique, le Nigeria ou le Tchad est plus facile que d'aller de Akwabali. Moi, je ne comprends pas de quoi on parle. Donc, ce repli, c'est pour cela que la solution est principalement économique et sociale. Il faut qu'on viabilise ces territoires et que ces gens-là se sentent pris en compte, pris en charge, considérés comme citoyens camerounais au même titre que vous et moi qui sommes à Douala et Yaoundé. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas exclusif à la zone anglophone, c'est la réalité de toutes nos zones qui sont frontalières parce que nous n'avons pas su mettre en place une politique permettant de mieux considérer que l'intégrité territoriale est d'abord une question de mentalité, une question sociale, une question économique, avant éventuellement d'en venir aux préoccupations militaires lorsqu'elle vient à faillir. Par rapport à ce qu'a dit la dame et que j'ai trouvé important, s'il te plaît, avec ta permission, mon cher, elle évoque quand même un problème d'arrière-garde qu'on a longtemps connu. Souvenez-vous en Afrique du Sud, lorsqu'il y avait l'apartheid, l'arrière-garde de l'ANC, c'était tous les pays de la ligne de front. Le Mozambique, le Zimbabwe, l'Angola. On l'a vu encore à l'ex-Zaïre, aujourd'hui la RDC. L'arrière-garde, à un moment donné de la rébellion, le Rwanda et l'Ouganda étaient soupçonnés. Mais ce qui est important, lorsque vous dites effectivement qu'il y a une télévision qui émet à partir de l'Afrique du Sud, mais dites aussi qu'ils sont au Nigeria. Ceux qui posent les actes sont juridiquement sur le territoire nigérian. Ça peut prêter à confusion et inciter au soupçon qui tend à dire que si le Nigeria continuait à laisser ce qu'on appelle au Cameroun des terroristes, d'autres les appellent des sécessionnistes, eh bien, prospérer et continuer à mener des actes sur le territoire nigérien, eh bien, tout analyste sérieux, je dis bien tout analyste sérieux, était en droit ou est en droit de dire que le Nigeria est complice. D'ailleurs, moi, en tant qu'analyste, je voudrais prendre position. C'est aussi ça un analyste. Je pense que si le Nigeria n'estrade pas Ayub Tabe, quel que soit le cas, le Nigeria court et prend le risque de déstabiliser toute cette zone sous-région de ce qu'on a appelé la CMBT, la zone de la commission du bassin du lac Tchad, pour une seule raison. Au nord Cameroun, du point de vue analytique, il y a effectivement la problématique de Boko Haram, mais à côté même du Nigeria eux-mêmes, ils ont des problèmes sécessionnistes. Et le repli des Biafrais, n'oubliez pas qu'on a longtemps soupçonné ces sécessionnistes, ces terroristes qui veulent déstabiliser le Nigeria, on a pensé à un moment donné qu'ils étaient hébergés par le Cameroun. Moi, je crois que le Nigeria n'a pas intérêt à ne pas l'extrader, quel que soit le cas. D'accord. Maître Kengombo, vous avez prise de parole sur la question. Oui, je pense que là, le professeur se contredit. Le professeur Nyamding se contredit. J'ai beaucoup aimé son entame de cette émission, où il a posé les vrais jalons de la crise anglophone, en disant que c'est une crise de gouvernance. Si nous sommes tous d'accord qu'il s'agit d'une crise de gouvernance, quel est l'État sérieux qui pourrait extrader des citoyens camerounais qui sont poursuivis pour leurs idées politiques dans un État où ceux qui sont chargés de les juger, de les accueillir d'abord, de les juger et de les maintenir en prison sont des personnes de très mauvaise moralité. Donc vous ne pouvez pas confier des gens qui ont des revendications plus ou moins légitimes sur le fond, même si la forme de l'expression de ces revendications ne sont pas du tout appréciées par tous, parce que je suis, et je maintiens que je suis pour la décentralisation. J'ai dit que le Nigeria ne serait pas un État sérieux d'extrader au Cameroun, donc de livrer entre des mains des personnes qui sont dangereuses, des citoyens qui n'ont fait qu'émettre leurs idées de manière peut-être un peu trop bruyante. Mais je sais et je continue à dire qu'en dessous, il y a des multinationales qui ont intérêt à ce que la région du sud-ouest et nord-ouest soit déstabilisée. Parce qu'il y a beaucoup de richesses. Je vous ai parlé ici sur ce plateau il y a quelques mois, presque un an, je vous ai parlé du coltan, le colombo tantalite, qui est l'un des matériaux les plus importants qu'on ait sur la planète, parce que c'est le matériau le plus résistant. Vous savez, ces matériaux interviennent dans la fabrication des composantes dans l'aéronautique,
même les téléphones portables, les satellites qu'on envoie dans l'espace sont beaucoup composés à base du coltan. Qu'on trouve à l'ex-Zaïre et dans la zone du sud-ouest. Donc les enjeux sont forts. Malheureusement, le président Paul Biya, dans la lancée où il se trouve, ne peut plus non seulement résoudre ce problème, mais je pense qu'il peut nous laisser un très mauvais héritage s'il ne réagit pas très rapidement. Madame, avant de sortir, je vais vous citer un cas qui est vraiment très pathétique et vous comprendrez jusqu'où nous sommes allés dans la déliquescence de la gestion du pays. Jeudi, le 4 janvier, sur une plainte de MTN qui a été saisie par une haute autorité du Cameroun, dont la puce du téléphone de son épouse aurait été piratée. Et je veux d'ailleurs vous dire que le nom d'ailleurs ne portait pas le nom de son épouse, mais d'un de nos frères du Nord, qui pourrait être un vigile. On a interpellé dans la ville de Banganté environ 3 personnes. Je dis à Banganté pour une question de puce piratée. Et les personnes, le propriétaire de cette puce vivra à Yaoundé, mais on les a interpellés à Banganté pour les ramener à Douala. Le lundi, le 8, je suis saisi par la famille parce que c'est ma nièce pour aller intervenir et on me dit que ça concerne tel patron de la République. J'ai dit, si c'est tel, ça peut être un acte de sabotage. Menez votre enquête sereinement, mais sachez que vous avez des problèmes avec la loi qui prescrit, en matière de code de procédure pénale, qui prescrit des délais de garde à vue. Nous sommes lundi le 8. Le mercredi matin, ces gens nous annoncent, le 9, ils disent que l'enfant sera libéré puisque les 2 autres ont été libérés. Le 10, on demande aux gens de venir signer pour qu'on les libère. Ces 2 frères viennent et on leur demande une somme d'argent. Ils paniquent, ils viennent me voir parce que c'est moi qui devrais en principe donner cet argent. Je m'en vais voir le commandant et entre-temps, la fille a été sortie de sa cellule par son enquêteur. Ils sont allés dans un distributeur de mobile money pour que la fille donne 200 000. La fille a donné à son enquêteur 200 000. J'ai fait une correspondance à ce commandant de brigade, d'unité, ce n'est pas une brigade, c'est une unité qui est rattachée à la Légion de gendarmerie, pour demander qu'on restitue cet argent. Il me dit, où sont les preuves? J'ai dit, la personne qui a l'information, écoutez madame. Oui, mais sauf qu'on est tenu par le temps. Oui, on va vous permettre de terminer. Vous parlez de tenir par le temps. Vous allez terminer, lorsqu'on parle des sujets qui sont à l'origine de la fragilisation de notre pays. Non, allez-y, terminez. Je rappelais juste qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, on n'a plus beaucoup de temps. Donc le 10, je voudrais vous démontrer tout à l'heure en 30 secondes que je ne non, pas du tout. J'ai dit le 10. C'est important. Comme j'ai dénoncé ça, l'enquêteur a restitué l'argent et au lieu de libérer la fille, ils ont dit que maintenant elle sera déférée au parquet. Jusqu'à l'heure où je vous parle, le commandant des Légions a été rencontré par mon collaborateur vendredi. Il a été assez évasif. Alors il s'agit de l'unité de lutte contre la grande criminalité de la Légion du littoral. C'est une unité. Aujourd'hui, nous sommes le 13. Cet enfant a été... C'est une petite fille. Nous sommes le 14. Bon, d'accord. Je pense que... Écoute, madame. Non, je pense qu'on a terminé avec cette affaire, Maître Kengum. Elle n'était pas inscrite au sujet du jour. Oui, madame. On a terminé également avec le temps qui a été imparti à la première rubrique. Ne vous en faites pas, on pourra revenir effectivement. Vous n'allez plus revenir parce que, madame... on pourra revenir parce qu'on est en train de perdre du temps alors qu'on a 3 sujets sur lesquels on doit revenir. Donc, c'est pour vous dire à quel niveau se trouvent les droits de l'homme et c'est dans ces genres de circonstances que vous voulez qu'on vous extrait de vos citoyens de l'extérieur. Merci Maître Kengum. Et la dernière question sur le sujet de l'arrestation de Sissoko Ayoub Tabé est pour Barrister Agbor. Dites-nous aujourd'hui, on nous a bien fait comprendre qu'il y avait déjà un président par intérim qui devait prendre le contrôle de l'État fictif d'Ambazonie. Est-ce que l'arrestation de Sissoko Ayoub Tabé aura-t-elle finalement résolu quelque chose? Oui, moi je préfère suivre l'analyse de mon confrère. Il ne s'agit pas d'une arrestation, mais d'une interpellation. Oui, parce qu'il n'y a aucun mandat. Oui, l'interpellation. Tout à fait. Bon, Bob Gahamoni a été désigné président par intérim. Donc, c'est tout comme le feuilleton de consortium. On interdit consortium et consortium continue à l'étranger. Donc, c'est inutile. Moi, j'ai une préoccupation. Parce que la grande question ici qu'on devait se poser était celle de savoir si Sissoko Ayoub Tabé est un terroriste.
parce que le gouvernement lui donne ce titre de terroriste et tout le monde semble survoler. Est-ce que ce monsieur peut être considéré comme un terroriste? Est-ce que quelqu'un peut dire dans ce pays qu'il n'y a jamais eu deux États au Cameroun? Si quelqu'un demande qu'on restaure un État qui a déjà existé au Cameroun, est-il terroriste? Non, il demande de séparer. Voilà, non, c'est là la grande question. Question qui appartient à un parti politique. Parce que nous avons permettez, s'il vous plaît. Non. Permettez qu'il termine son Donnez-moi 30 analyse. secondes. Pour vous permettre de continuer. Non, mais ce que vous dites n'est pas vrai. Dans le passé, on n'a jamais eu un État sécessionniste au Cameroun. S'il vous plaît. Corrigez ça. Juridiquement, on a eu des États fédérés. Non, je corrige. Je ne peux pas laisser passer ça. On n'a pas eu un État. On avait deux États. Professeur Messanga, on a bien compris. Permettez qu'il termine. Oui, termine. Oui, mais ne dites pas que dans le passé, on avait un État d'Ambazonie et un État camerounais. C'est vous qui dites Ambazonie. J'ai dit on a eu le Cameroun occidental et le Cameroun oriental. Alors, c'est bien corrigé. C'est vous qui parlez d'Ambazonie. C'est bien corrigé. Alors, j'ai dit. Vous allez revoir l'émission, c'est bien corrigé. C'est vous qui parlez d'Ambazonie, c'est pas moi. Allez-y. J'ai dit donc que nous avons eu dans ce pays deux États. Cameroun occidental, Cameroun oriental. Alors, si Sissoko demande la restauration du Cameroun oriental, c'est pas ce qu'il demande. Permettez qu'il termine, je vous en prie, allez-y. Est-ce que nous pouvons objectivement dire que Sissoko est un sécessionniste d'abord ou un terroriste? Mon confrère a dit ici, il s'agit, s'il vous plaît, il s'agit d'une différence d'opinion. Alors, je peux vous... Moi qui suis là, je suis président d'un parti politique. Je vais pour la décentralisation. Ayapol veut la fédération. Monsieur Sissoko veut la restauration de l'État de Centre Cameroun, Ouest Cameroun, Centre Cameroun, qu'il rebaptise Ambazonie. Moi, je dis c'est une différence d'opinion. Alors, messieurs, on ne va pas s'éterniser sur ce sujet. Non, madame, c'est très important que je fasse vraiment 3 secondes. En 3 secondes, je pense que ce que Maître Achou est en train, le seigneur barrister Achou est en train de dire est assez grave. La notion de terroriste, il faut déjà qu'on définisse les concepts. Le terrorisme vient de terreur. Pour quelques motifs que vous avez à invoquer, le terroriste, c'est quelqu'un qui utilise la terreur pour exprimer une idée. Donc, ce n'est pas le fait d'exprimer l'idée de séparation que vous devenez terroriste, mais c'est quand vous utilisez la terreur comme mode d'expression, donc la violence. Parce que l'État a le monopole de l'usage de la force ou de la violence. En d'autres termes, si vous voulez séparer le Cameroun, créer un autre État de manière fictive, c'est un droit, exprimez-vous. On peut même passer un référendum un jour. Mais, non, s'il vous plaît, on ne peut pas toujours dire qui a été à l'origine des tueries. Mais lorsque vous utilisez la violence, vous sémez la terreur au sein de la population, vous devenez un terroriste. D'accord. Je vous remercie, messieurs. On va sortir de ce sujet pour entrer dans le deuxième qui est à l'ordre du droit de réponse de ce jour. C'est la mission d'inspection de la CAF. On va notamment questionner les enjeux de cette visite-là. Et on a comme envie de dire avec Frédéric Tacan, reporter à la Nouvelle Expression, qu'un vent de canne souffle sur le Cameroun avec cette mission-là finalement qui a fait son entrée en territoire camerounais le jeudi 11 janvier. Elle doit séjourner dans le pays jusqu'au 24. Et la première question sur cette thématique, je vous la pose à vous, Monsieur Bell. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on sait de façon exacte quels sont les objectifs de cette mission? Les objectifs d'une mission d'inspection sont d'inspecter. Nous sommes dans un pays où la culture du travestissement est tellement aboutie qu'on ne sait plus regarder les choses dans l'état de ce qu'elles sont en réalité. Une mission d'inspection vient au collège polyvalent pour regarder si le collège est organisé comme on a prévu qu'un collège soit organisé. Full stop. Et il n'y a rien, il n'y a pas d'événement, il n'y a rien du tout. Je vous disais tout à l'heure que vous êtes amateur du bruit. Et donc, comme vous refusez de parler du gendarme malfrat que Maître Kengoum évoquait tout à l'heure, vous vous arrêtez sur tout ce qui est bruyant, qui est donc superfétatoire. Une mission d'inspection vient regarder si à Equinox Télévision, les lumières sont comme il faut, parce qu'il y a un but derrière. On veut peut-être lui accorder l'organisation d'une grande émission, on veut savoir si les caméras fonctionnent comme il faut.
Pour cela, vous n'avez pas besoin que M. Tchunke invite ici des groupes de danse à l'entrée de l'immeuble. C'est pour faire quoi? C'est pour distraire qui? C'est pour plaire à qui? Nous sommes dans une folklorisation imbécile qui est complètement incroyable. Ces gens sont venus regarder si en rapport avec le cahier de charge, le Cameroun est sur le chemin de réussir l'organisation d'une compétition, faut-il le rappeler, qui appartient à la CAN, à la CAF. Ce n'est pas la compétition du Cameroun. Le Cameroun est un hôte et qui devrait s'enorgueillir parce qu'au final, il y a des choses que la CAF n'emportera pas, qui resteront pour le progrès et le développement du Cameroun. D'accord. N'empêche que le sujet est important et qu'il faut en parler. Non, ce n'est pas l'inspection qui est importante. Ce qui est important, c'est la CAN. Il n'y a Oui. aucun enjeu. C'est une première inspection, il y en a 2 autres qui arrivent. Arrêtez d'évoquer des enjeux là où il n'y a pas d'enjeu. Non, mais il y a des enjeux dans la CAN. C'est lequel alors? Non, moi pas dans la CAN, je dis dans l'inspection. D'accord, c'est la toute première, elle ne peut pas proprement parler, tirer des conclusions qui pourraient retirer la CAN au Cameroun. Mais n'empêche que c'est un sujet important. Vous ne pouvez pas passer votre temps à critiquer tous les sujets quand même qui sont à l'ordre du jour d'une émission à laquelle vous avez donné votre accord pour être là. Ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas sérieux à un certain moment, monsieur. Revenez sur terre, c'est pas Oui. ce que je dis. Permettez, monsieur, qu'est-ce qui nous fait honneur sur ce plateau? Vous ne pouvez pas vous permettre à mon Dieu vision de lui dire de vérité, alors que vous prétendez qu'il n'y a pas d'enjeu. Pourtant, il y a un enjeu qui est l'organisation de la CAN. Le Cameroun pourra dire oui ou non organiser la CAN. Si vous ne comprenez rien, parce que parfois vous êtes hors sujet, ne mettez pas... Non, restez poli, s'il vous plaît. On reste tous polis sur le plateau. Chacun a le droit de donner ses idées. Chacun... Une dame qui vous pose une question sur un enjeu. Monsieur Messanga, il n'y a pas d'enjeu. Je trouve ça grave. Professeur, calmez-vous, s'il vous plaît. Je suis gêné parce que vous voulez mettre... On l'a bien vu. On a bien vu que vous êtes gêné, mais chacun a le droit de donner son avis sur le plateau, quitte à ce que ça blesse les uns ou les autres. Tant qu'on reste dans la politesse, oui, Maître Kengo. Oui, je voulais simplement vous dire que nous autres, les Bantous, nous avons un problème. Nous sommes extrêmement susceptibles. Parce que jusqu'à présent, quand j'écoute M. Parfait Bel, il ne s'adresse pas à vous. C'était une interrogation qui va au-delà de cette émission pour nous interroger, nous les Camerounais. Non, je le comprends très bien. Cela veut simplement dire quoi? S'il est venu, c'est parce qu'il y avait un enjeu. Maintenant, il vous dit que cet enjeu n'est pas un enjeu. Très diplomate. Non, je vous dis, il y a un enjeu, sinon... Professeur Messanga, permettez qu'il termine. J'ai un doctorat dans ce domaine. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un enjeu, voilà pourquoi il a pris sur lui d'être là. Mais il vous dit que les enjeux qu'on nous présente, pas vous, mais au niveau du Cameroun, on nous distrait régulièrement. Parce que les enjeux ne sont pas les enjeux, ce sont des jeux. D'accord. Maintenant que cela est dit, que la précision a été faite... Souriez plutôt parce que vous êtes dans l'enjeu. Non, mais je garde le sourire depuis le début de l'émission. Il va pas disparaître pour si peu. Alors, professeur, dites-nous, on s'est également rendu compte, c'est vrai que lorsqu'on a annoncé de façon assez précise l'arrivée de cette mission, il y avait beaucoup de stades au Cameroun qui étaient à l'arrêt. On peut déjà prendre le cas du stade Mbappé-Lépé à lui seul. Et on s'est rendu compte qu'à l'annonce de l'arrivée de cette mission, les travaux ont repris avec une certaine fébrilité. Alors, est-ce que pour vous, également comme pour tous les Camerounais qui ont essayé de donner leur point de vue sur la question, le Cameroun est le pays de la dernière minute? Oui, moi je pense qu'à double titre, d'abord en tant que Camerounais, je pense que ce qui se fait n'est pas bien par ceux qui ont cette lourde charge de construire ce pays. Et deuxièmement, en tant que membre du comité central de ce grand parti que préside le président Paul Biya, je condamne une fois de plus ce laxisme que j'ai longtemps appelé le coup d'état scientifique, c'est-à-dire des méthodes qui consistent à affaiblir le président, donner l'impression qu'il n'y tient plus. Et vous allez voir que à ces rythmes, les André Parfait et les autres vont toujours se moquer de nous, avec raison, et de dire que quand on est au RDPC, on ne fait que du bavardage, on ne vaut rien. Sur ce point, je suis d'accord avec André Parfait. Il faut changer ces mauvaises habitudes. Il y a un enjeu. L'enjeu, l'unique enjeu, et j'attends que quelqu'un vienne le démentir sur ce plateau, parce que je le dis avec autorité, la descente de la CAF est de savoir si oui ou non, le Cameroun sera capable d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Pour cela, il y a des exigences. Et je pense qu'il y a des exigences infrastructurelles,
Il y a des exigences extra-infrastructurelles, notamment les routes et tout ce qu'on compte, et les hôtels. Et puis, il y a même la capacité à comprendre que la sécurité des uns et des autres va être garantie. Je voudrais ici vous dire, madame, qu'on est passé quand même de 16 à 24 États que nous allons recevoir. À la question donc de savoir, et je suis là-dessus, si ce qui se passe est sérieux. Moi, je vous dis, c'est pas du tout sérieux. Notre pays est détruit par des gens qui se comportent comme s'ils ne sont pas Camerounais. Et je suis avec cet exemple. Je suis arrivé hier avec... vous brisez surtout pas. À force de chuter, vous allez vous briser. Merci, merci maître, merci, je me casserai pas. On a 3 Européens qui se sont évanouis à l'aéroport de Timalem. Comment comprendre qu'un pays comme le Cameroun n'est pas un aéroport climatisé lorsqu'on va retirer les bagages? Si je l'ai dit, c'est parce que je sais que Paul Biya n'est pas au courant de cela. Ils se sont évanouis. Vous sortez à 3 degrés, 2 degrés, vous arrivez dans un aéroport où il fait 50 degrés. Donc c'est encore un problème de gouvernance. En relation avec le premier sujet, on a une bande de personnes incompétentes qui nous fatiguent, qui fatiguent le président et qui fatiguent finalement tous les Camerounais. Maintenant, notre souhait est que cette canne se tienne, parce que nous sommes des patriotes. On nous a toujours dit impossible n'est pas Camerounais. Mais il faut qu'on sache aussi que si nous soutenons et nous pensons qu'elle doit se tenir, elle ne se fera pas à n'importe quelle condition et à n'importe quel prix. D'accord. Je vous remercie, professeur. Barrister Agbor, on apprend dans l'ensemble que le travail, l'état d'avancement du travail est légèrement mitigé, on peut le dire. Déjà, sur le plan des hôtels, il y en a plusieurs qui ont essayé de se mettre aux normes. Les routes également, on a encore beaucoup de choses à faire sur ces terrains. Les hôpitaux également, les stades, les aéroports, comme le professeur Messanga tentait de le préciser tout à l'heure. Alors, toute objectivité prise, dites-nous, est-ce qu'on pourra, à l'état actuel des choses, organiser la CAN en 2019? Oui, je pense que le Cameroun n'a pas besoin qu'on applaudisse pour faire avancer les travaux. Nous avons englouti des milliards sur les stades, les routes, les hôpitaux. Pour la CAN féminine, il y a un hôpital, l'hôpital de Limbe a été amélioré pour recevoir les cas d'urgence. Nous avons des stades qui existent, qui ont été construits pour la CAN féminine et qui vont servir pour la CAN 2019. Les travaux sur les grands stades de Japoma et Olembe, nous avons vu le matériel qui est arrivé. Donc je pense que ce n'est pas parce que nous avons applaudi que ces travaux vont finir. Les missions d'inspection CAF ne sont pas les gens, ce ne sont pas les gens qui viennent écouter les applaudissements, non. Lorsqu'on amène les groupes de danse, c'est juste une manifestation de notre hospitalité légendaire pour accueillir nos invités. Non, il ne faut pas que nous essayons de verser la poudre aux yeux des gens qui ont bien fait. Moi, je suis opposant, mais je dis, lorsque c'est bien fait, donnez ce qui est à César à César. L'organisation, ce qui amène les groupes de danse, c'est bien. Ce n'est pas dans le but d'influencer quiconque. Parce que ces travaux-là, si c'est un bon état d'avancement, les inspecteurs verront. Donc il faut qu'on cesse de détruire ce qui est fait. Tout à fait. Moi je pense que, objectivement, si nous regardons l'évolution des travaux, à part le stade Mbappé-Lepé où je ne vois apparemment rien, si vous partez à Boya, il y a déjà des stades annexes qui sont... Il y a Boya en a 2, Limbe en a 2 aussi. Exactement. Non, 2 stades annexes. 3 annexes. Lequel il y a Bota et il y a Centenary Stadium. Lequel encore? Et celui qui est à côté du grand stade. Ah oh, bon, celui-là, bon, ça Je connais la question, donc nous parlons par là. Nous avons Bafoussam. Donc les 2 grands stades qui nous tiennent, il n'y a que Olembe et Japoma. Gand et il y a Garoua. Il n'y a pas vraiment grand-chose. Donc, si on regarde objectivement, il est fort possible
que la CAF soit satisfaite, n'est-ce pas, des travaux, Tout à fait. des efforts faits par le Cameroun. D'accord. Avant de revenir à vous, à André Parfait-Bel, donnons la possibilité également à Maître Kengoum de s'exprimer sur la question. Et avec vous, j'ai envie de parler d'un aspect sécuritaire parce que l'itinéraire de cette mission est connu. Yaoundé d'abord, ensuite Garoua, Douala et puis le sud-ouest. Mais dans le sud-ouest, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui s'y sont déroulées ces dernières semaines. Est-ce que vous pensez que les membres qui constituent cette mission-là seront en sécurité pendant leur visite de ce côté? Madame, lorsque vous recevez un invité de marque, vous prenez quand même les dispositions nécessaires. Donc le problème ne peut pas se poser au niveau de la sécurité de la délégation venue inspecter nos infrastructures. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai discuté avec un hôtelier, un propriétaire d'un grand hôtel de la ville, qui me disait, maître, vous pensez que nous allons engloutir des milliards pour un événement qui va durer 1 mois et qui, à l'espace de 2 semaines, nos hôtels seront vidés du 3/4 de leurs clients, parce qu'au fur et à mesure que la compétition avance, les équipes sont éliminées, les délégations rentrent. Ils disent non, soyons sérieux. Si nous, on décide de mettre de l'argent, c'est pour bâtir le Cameroun. Je pense que c'est l'idée centrale qui anime le chef de l'État. C'est servir du football, c'est servir de l'organisation de la CAN 2019 pour mettre en place diverses infrastructures et revitaliser notre économie. Mais je dis que l'enjeu de cette visite, pour moi, se réduit à une seule chose, à 2 points. Le premier point, il faut bien que le chef de l'État se penche sur les montants faramineux qui sont débloqués pour toutes ces choses. Est-ce que le Parlement, l'Assemblée nationale, est au courant des montants qui sont dépensés par rapport à toutes ces choses? Il ne faut pas qu'on nous mette dans la précipitation, dans l'euphorie de l'organisation, pour ne pas voir ce que ça nous coûte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est que lorsque nous n'avons pas de paix dans un pays, lorsque la politique a pris le pas sur l'économie et sur l'économique, et que l'économique est à terre, parce que, madame, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails, nous sommes vraiment dans une situation économique extrêmement difficile. Et comme le disait Shakespeare, avant que l'herbe ne pousse, le cheval peut mourir de faim. Donc avant que cette canne arrive en 2019, beaucoup de gens peuvent mourir, le pays peut se déstabiliser davantage. Donc pour moi, d'où l'urgence d'un réaménagement de l'équipe gouvernementale pour qu'on ait des gens propres à la tête de cet État, qu'on fasse d'abord ce grand ménage avant de prévoir que... À la tête ou des changements Non, c'est-à-dire... C'est une année électorale. C'est une année électorale. Donc. Vous dites qu'il faut changer à la tête? Non, je n'ai pas parlé de la tête, j'ai parlé de l'équipe. Il faut changer la tête? Non, comment? pour le moment, la tête, écoutez, la tête tête sera changée par voie de scrutin, par voie de vote. Mais je vous ai parlé de l'équipe gouvernementale, parce que nous allons de scandale en scandale. Les ordinateurs d'une valeur de 30-40 000 sont devenus 300 000. Nous avons des achats d'avions MA parce que nous aurons question sécuritaire. Il nous faut augmenter notre flotte. En ce moment, nous avons 3 vols sur des villes comme Gaoundéré, 3 vols domestiques. Ça ne représente rien. Donc, Camerco devrait renforcer sa flotte pour desservir toutes ces zones. Et nous sommes à 1 an. Ça veut dire que c'est maintenant qu'on devrait avoir ces aéronefs et mettre les pilotes en formation. Parce que la formation pour l'adaptation à un aéronef, ça vous prend au minimum 3 mois. Là, je ne maîtrise pas le secteur. Donc, quand vous parlez de sécurité, en réalité, il y a déjà le problème de mobilité des personnes. Donc, Camer doit renforcer sa flotte. Et donc, il faut que le Cameroun y pense tout de suite, non pas dans 6 mois. Mais ses capacités ne sont pas bonnes. Les gens qui sont là, chacun a pris sa part. L'homme du MA60 a acheté 2, on a fait cadeau d'un pour 10 à 15 milliards. Et 34 milliards sont partis. Donc 19 milliards sont dilapidés. On a offert des ordinateurs. Donc les prix ont été multipliés par 10, ainsi de suite. Donc quand nous allons, et les caisses sont en train de se vider, la répression fiscale s'annonce très forte, les frais douaniers sont augmentés. On se demande si le Cameroun va tenir debout d'ici 6 mois, à cette allure. Donc pour moi, voilà l'enjeu. Ce n'est pas cette visite qui, pour moi, est un enjeu.
parce que c'est une visite de constat. Mais comment sera le Cameroun d'ici 6 mois, d'ici 1 an? Vous aviez quelque chose à dire, vous vouliez rebondir sur les dits de Barrister Agborachou. Sur les dits de plusieurs autres panélistes. Allez-y, rebondissez. Pour repréciser 2 ou 3 choses, parce que je prétends connaître un peu le sujet. D'abord, j'ai dit depuis longtemps, et quand je dis j'ai dit par écrit public, que le Cameroun organisera la CAN en 2019, parce que ce n'est quand même pas la mer à boire. Deuxième chose, je l'ai dit également par écrit, parce qu'il ne faut pas toujours dire les choses dans les bistrots. La CAN ne doit pas être organisée pour l'intérêt de la CAF, mais pour l'intérêt du Cameroun. C'est pour ça que lorsqu'on décide de construire une infrastructure, il faut l'envisager pour le progrès du Cameroun et son développement. Donc la dimensionner comme il faut en l'état actuel, en prévision de ce qu'elle pourra être par la suite, et faire en sorte que cela reste comme un legs d'une manifestation qui, elle, dure un mois. La deuxième chose là-dessus, c'est que nous n'avons pas su faire ça, parce que peut-être vous ne vous en souvenez pas, mais ça fait 5 ans qu'on a eu l'organisation de la CAN. C'est vrai. Vous n'avez pas l'air de vous en rappeler. Non, mais vous ne pouvez pas décider de ça en me regardant, tout simplement. Quand je dis mademoiselle, entendons-nous bien. J'ai la chance d'être votre invité. Et quand je vous parle, non, c'est moi qui ai cette chance. Ce n'est pas vous que je parle. Je parle aux gens qui nous regardent. Donc, je prenais pas mal. Et je suis en train de dire que nous sommes, Maître Kengoum le disait tout à l'heure, il y a une technologie que les copains de Messanga connaissent très bien, qui est celle de la distraction. J'ai des faux copains et de vrais copains. Oui, d'accord. Mais là, il faut parler des faux copains, comme disait Akunga, des faux frères. Très bien. Donc, ces faux copains savent très bien quelles sont les techniques de distraction de ressources qui font que dans l'urgence, on ne regarde plus, on signe tout et tout passe dans l'urgence. Depuis que nous avons l'organisation des CAN, pourquoi Mbappé n'est pas entré en chantier? Pourquoi les autres sont en retard? La mission d'inspection de la CAF, dois-je le redire, pour moi, ce n'est pas un enjeu. Il y en aura au moins 2 autres. Cette mission est pour dire, est-ce que le Cameroun est sur les rails? Tout à fait. On saura en août 2018 si le Cameroun peut vraiment. Et je suis de ceux qui pensent que le Cameroun pourra. Quel que soit par ailleurs le surprix et le surcoût que ça aura au niveau de nos caisses et au niveau social, parce que malheureusement les souris qui sont les faux copains de M. Messanga seront passés par là. Ça, c'est quotidien, on sait très bien. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, et il faut qu'on cesse les histoires de ceux qui aiment et de ceux qui n'aiment pas, parce que vous ne pouvez pas mesurer ça, on ne pourrait le mesurer qu'aux actes, et je dis que ceux qui volent la République ne peuvent en aucun cas se prétendre patriotes, contrairement à ceux qui ne la volent pas. Donc, pour ce qui est de la CAN, il y aura la CAN, sera-t-elle au rabais? J'espère que le moins possible, parce que là, ils sont là pour inspecter une première partie des infrastructures, il y aura d'autres visites qui vont s'atteler à d'autres choses. On ne regarde pas tout maintenant. Mais la première chose que le Cameroun doit réussir à mettre en ordre pour la CAN 2019, c'est l'état d'esprit des populations camerounaises. Au-delà de tout. Vous savez, tout ce qui est matériel, il suffit d'avoir de l'argent et de l'acheter. Sauf que l'état d'esprit, on ne l'achète pas, on ne le décrète pas comme ça. Il faut qu'il y ait une culture du comportement. Mais Sanga a vu des gens s'évanouir, mais je suppose qu'il a déjà vu, parce qu'on est quelques-uns à voyager souvent, le comportement de nos policiers aux frontières, notamment aux aéroports. Donc il y a un ensemble de choses qu'il faut changer. Il parlait des hôtels tout à l'heure. La qualité de service est voisine de 0 dans la majorité des hôtels. Pardon de le dire, c'est une réalité appréciable pour ceux qui la fréquentent et qui ont eu l'occasion de comparer avec d'autres hôtels ailleurs en Afrique. Ne parlons pas des Blancs parce qu'on va me dire, vous aimez citer les Blancs en Afrique. Nous avons donc beaucoup d'efforts à faire et je ne sais pas à quel point ceux qui sont au cœur de la préparation de cet événement se penchent sur tous ces autres aspects immatériels qui, au final, vont le plus marquer nos visiteurs. D'accord. On va sortir du sujet, professeur. Oui. Alors, moi, je voulais ajouter une chose concernant cette dimension infrastructurelle. Lorsque vous visitez aujourd'hui l'aéroport de Dakar, franchement, on se croirait à Washington, à New York ou ailleurs. Ce n'est pas normal parce qu'un aéroport, c'est la vitrine de l'État. Allez voir là où on attend les bagages. Comment on peut comprendre que cette zone n'est pas de clim? Parce que moi je sais que lorsque le président Paul Biya, que moi je soutiens, arrive,
La salle, lui, va être climatisée. Mais dans la tête du président, effectivement, tout l'aéroport présente le même prestige. Pour terminer, je pense que nous aurons la CAN, mais il faut reconnaître qu'il y a encore beaucoup de failles. Il y a encore des gens de mauvaise foi pour une seule raison. On nous a présenté le DSCE, le document stratégique pour la croissance et l'emploi. Et j'ai longtemps discuté avec mon ami Penda Ekoka sur vraiment la malhonnêteté de certaines personnes autour du président et en dehors du président qui se jouent du Cameroun. Comment on peut comprendre que le chef de l'État prend sur son dos d'intégrer ce qu'on appelle le plan d'urgence, qui était un plan triennal, 2015-2018, pour le développement de certaines infrastructures routières, notamment ma vieille route de Yabassi, et bien d'autres zones, qu'aujourd'hui, en janvier, personne n'en parle. On ne présente que de nouveaux budgets, mais personne, mais madame, croyez-moi la main sur le cœur, n'ose plus nous parler du bilan du plan d'urgence. Mais vous parlez vous comprenez donc que tout cela... Vous centralisez la gestion entre les mains des mêmes personnes. Bon, tout cela, je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi je continue à penser que messieurs, nous aurons une Coupe d'Afrique des Nations. Qu'on sorte de ce sujet. Mais faisons attention, ça a fondamentalement un lien. Le bien-être des populations. Une Coupe d'Afrique des Nations sert aussi à développer un État. Merci, professeur. Je vous propose qu'on sorte de ce sujet-là pour aborder en un tour de table la question sécuritaire, les tensions sécuritaires dans la sous-région Afrique centrale. Oui, on commence avec vous, Barrister Agborachou. Alors, vous décidez de parler de l'État qui vous a le plus intéressé dans cette affaire. On a le coup d'État manqué en Guinée équatoriale, on a des tensions du côté de la République démocratique du Congo et également ces mêmes tensions au Gabon. Alors, vous décidez de parler de quel pays ce matin? Moi, je pense que avant de regarder ces pays, il faut d'abord regarder l'unité sécuritaire qui a été mise en place, de l'Union africaine qui a été mise en place à Douala. Et cette unité va permettre à beaucoup de pays de rester tranquilles, parce que même si quelqu'un fait son coup d'État, avec cette unité ici-là, il ne va pas faire long feu. Donc, je pense que c'est quelque chose de louable, parce que ça fait longtemps que chaque fois qu'il y a un problème en Afrique, on appelait les Blancs pour venir. Mais maintenant, nous avons quelque chose sur lequel on peut, n'est-ce pas, se rabattre. Bon, maintenant, je commence par Malabo. Vous savez, là où il n'y a rien, personne ne s'intéresse. Si on va justement à Malabo, c'est parce qu'on sait que c'est un Eldorado. Il y a beaucoup de pétrole. Et ce qui fait mal, c'est que ceux qui sont là utilisent bien ce pétrole pour le bienfait, pour le bien-être des populations. D'autres personnes auraient voulu que cette richesse aille dans des poches privées. Je ne connais pas le président Biam, mais je dis que ce monsieur, ce qu'il fait pour son pays, est comparable à peu près à ce que Kadhafi faisait à son pays. Donc, ça c'est un monsieur qu'il faut féliciter. Et je me pose donc la question de savoir comment un Équateur-Guinéen peut accepter, vu ce qui est en train d'être fait dans nos pays, qu'on déstabilise ce pays-là. Vraiment, je ne sais pas. Il faut que les Africains se réveillent. Applaudissons ce qui est bien. Est-ce que vous savez que le Tchadien pense la même chose de vous au Cameroun? Applaudissons ce qui est bien, dénonçons ce qui n'est pas bien. Maintenant... Ah, ok. Oui, Maître Kengoum également pourra dire quelques mots parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et qu'il s'agit de faire un tour de table. Vous décidez de parler de quel État, la Guinée équatoriale? D'abord, ce que vous avez appelé ce MAC-là, c'est la République démocratique du Congo fait partie de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC. Dont la RDC ne fait pas partie de la CEMAC. Oui, bon, en ce qui concerne les tensions sécuritaires, les tensions sécuritaires ne sont pas propres au Cameroun ou dans l'Afrique centrale. Les tensions sécuritaires sont aujourd'hui, c'est le lot commun de tous les États dans le monde. Je dis de tous les États. À l'exception, oui, là il faut apporter une exception, les pays nordiques. Les pays nordiques subissent moins des questions sécuritaires et ceux de la Nouvelle-Zélande. Alors, tout cela participe de quoi? C'est que le monde est en évolution. Nous avons mis l'accent sur la voix plutôt que sur l'être. Donc le matérialisme qui se confond à la société de consommation où l'homme doit manger, la spiritualité a
a reculé pendant que les questions de la chair ont pris de l'ampleur. Et vous savez que la chair est insatiable. Et comme la chair est insatiable, elle veut toujours plus, toujours plus. Et allant donc dans ce monde matériel, où on a mis de côté tout ce qui est spirituel, on a mis Dieu de côté, ce serait une société qui va s'enfoncer dans le mal. Donc au-delà des questions de géoéconomiques, des questions géostratégiques que l'on pourrait invoquer, je peux simplement vous dire que l'origine au départ, c'est déjà les questions spirituelles. Parce que comme le disait Maître Achou, il se demande comment un Guinéen pourrait prendre les armes ou se soulever contre un chef de l'État qui a transformé son pays en un chantier géant. Lui, il parle étant camerounais. Donc tout à l'heure, c'était un peu pour rire, le Centrafricain pense la même chose du Cameroun. Que mais vous êtes bien, qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous êtes venu voir ce qui se passe chez nous? Vous avez des stades, vous avez des routes et tout et tout. Donc pour moi, il y a une crise spirituelle aujourd'hui qui traverse le monde. Et l'homme ne trouvera pas de solution. Mais notre combat à nous, c'est que, au-delà de tout, il nous faut quand même le minimum. Et là, j'interpelle encore la conscience de tous ceux qui nous dirigent, qu'ils soient du public ou qu'ils soient du privé. Quand vous êtes dans votre voiture, vous voyez cette femme avec 3 enfants. Quand vous voyez 5 enfants sur une moto, dont l'âge varie entre 1 an et 3 ans, je me demande bien ce que peut penser la première dame quand elle voit ces images. 3 enfants devant, 2 derrière, et leur âge varie entre 1 an et 3 ans, sur des motos. Des gens qui, l'autre jour, j'habite dans un quartier où il y a beaucoup de poussière. En tout cas, je traverse la poussière. Vous voyez ce nuage de poussière que des gens respirent à longueur de journée. Pourquoi sommes-nous encore si loin? Donc, les questions sécuritaires sont liées à la gouvernance. Il faut que les Africains se soulèvent une fois pour toutes. Que signifie se soulever? Aller prendre les cartes d'électeurs et pouvoir revendiquer, même en descendant dans la rue, leurs droits quand ces droits ont été violés. D'accord. Donc, voilà pour moi les questions sécuritaires. On n'a pas assez de temps pour décortiquer les questions géostratégiques, géoéconomiques, géopolitiques. Donc pour moi, fondamentalement, il y a une question spirituelle. Et deuxièmement, une question de gouvernance. Mais il faut que les gens développent une bonne relation avec Dieu. Parce qu'en développant les relations avec Dieu, le reste va suivre. Nous allons écarter beaucoup de vices dans nos vies. D'accord. Je suis à vous. J'aime beaucoup l'angle que Maître Kengoum a choisi, singulièrement s'agissant des préoccupations spirituelles. Parce que la majorité des Camerounais qui ont été islamisés ou christianisés, on leur a enseigné que le salut est individuel. Il faut réfléchir à la notion de salut individuel dans un univers où on a prétendu, et moi je dis que ce n'est pas une prétention, que nos cultures sont communautaires. Voilà. C'est tout ce que vous aviez à dire sur la question. Professeur Messanga Niamzi, on termine, on sort de ce sujet avec vous. Mais moi, je pense que vous avez évoqué les crises. Votre émission s'appelle Droit de réponse. Exactement. Ça ne sert à rien de partir sur ce plateau et essayer de dire, mais oh mon Dieu, en termes de réponse de sortie des crises, on a oublié de dire telle ou telle chose et les téléspectateurs vont nous en vouloir. Je crois qu'il y a un malaise. Les peuples africains vivent très mal. Nous avons connu la colonisation des Blancs. Elle avait un avantage, c'est qu'on savait au moins qu'on pouvait combattre les Blancs. Et ils pouvaient partir. Mais l'une des colonisations, sinon la plus dure, c'est de savoir que les gens sont là, mais ils ne vont jamais partir. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à mettre en place un système qui va désœuvrer tout le monde. Je crois que lorsque vous parlez de cette Afrique centrale, version CAC, avec le Zaïre, ayant le courage de dire que certains chefs d'État ne se sont pas dignement comportés. Quand vous sortez et vous allez dans le monde en international intervenir sur la question des légitimités de l'État en tant que forme de pouvoir, vous allez vous rendre compte que le problème de légitimité est à l'origine de toutes les crises et tous les désordres que nous vivons. Vous n'avez qu'à voir en RDC, vous n'avez qu'à voir dans d'autres pays. J'enseigne la diplomatie, je ne voudrais pas citer certains chefs d'État qui sont en fonction, mais reconnaissons qu'il y a une malaise qui font que les Africains ont la boulimie de pouvoir. Les Africains doivent pouvoir, à un moment donné de leur histoire, comprendre qu'on peut aussi se détacher de cette chose, surtout lorsqu'on sait qu'elle peut causer des problèmes. Je termine donc pour dire que, ramené au Cameroun, effectivement, on voit bien que le problème aujourd'hui, c'est le mal-être, parce qu'il n'y a pas suffisamment de politique sociale instruite par le président. Je suis d'accord avec monsieur Maître
Maître Arbor, lorsqu'il dit que nous avons une chance historique d'avoir un homme comme Paul Biya à la tête de l'État. Malheureusement, à côté de lui, il y a encore des petits malins qui pensent qu'ils peuvent le détourner de ses ambitions. D'accord, je vous remercie à tous une nouvelle fois d'avoir accepté de venir sur le plateau de droit de réponse de ce dimanche. On va forcément se retrouver dimanche de la semaine prochaine, mais en partant, on vous laisse en compagnie d'un autre programme dominical qui s'appelle Dimanche avec vous.